Bonjour, mesdames, messieurs, comment allez-vous? Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à tous une très bonne année 2023. Anciennement, on disait « et le paradis à la fin de vos jours », il paraît que ça n'existe plus. Et permettez-moi alors de vous souhaiter votre licence de DA avant la fin de 2023. Alors, je pense que c'est ce que vous souhaitez tous et toutes. Ouais, c'est vrai, il faut dire ça. Vous n'êtes pas nombreux ce matin. Je ne sais pas, je pense qu'il y en a qui, comme moi, avaient oublié qu'il y avait un cours. Ben oui, moi, j'avais complètement oublié. C'était même pas dans mon horaire. Ce matin, je faisais un peu de correction parce que j'ai des étudiants aussi à distance qui suivent des cours. Et j'ai dit, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil dans mon horaire pour être certain que tout est bien correct, puis tout est à jour. Et tout d'un coup, j'ai dit à ma femme, ben voyons donc, j'ai un cours à matin, moi. J'avais pas de cours dans mon horaire. Premier cours, c'est la semaine prochaine, ça. Oh boy! Et ça, c'est à 8h25. Alors, ben, l'important, c'est qu'on soit là. Alors, donc, ça me surprend pas qu'il y a la moitié de la classe qui soit pas là. Si moi, j'ai pu faire cette erreur-là, je pense que tout le monde peut faire une telle erreur. Alors, je souhaite que les autres suivent ce cours en différé éventuellement. Alors, donc, voilà pour les vœux de la nouvelle année 2023 que je vous souhaite particulièrement prospère et surtout, mesdames, messieurs, en santé. En santé, en santé. La sagesse, ben ça, vous l'avez déjà. Je n'ai pas besoin de vous le souhaiter. Alors, donc, voilà. Voilà. Je ne sais même plus où est-ce qu'on est rendu avec tout ça, moi, là. On va se retrouver. Alors, on était rendu dans le bout de la CANAF. On était rendu à la CANAF. Au fait, je ne sais pas si ça va être aujourd'hui. Oui, probablement aujourd'hui. Je vais vous... Mathieu, au Chili, qu'est-ce que vous allez faire là, maudit, au Chili? Et qu'il y en a qui sont plus chanceux que moi, maudit dans la vie. Alors, maudit. OK. Vous êtes déjà là, actuellement? Maudine, wow. OK. Alors, donc, fort probablement aujourd'hui, madame, messieurs, je vais vous parler, oui, ça va être dans aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier. Le 1er janvier de cette année, il y a de ça 3 jours. Je ne sais pas si vous avez lu un peu dans les journaux, peut-être pas. Donc, la loi qui interdit l'achat d'immeubles par des non-résidents, des immeubles résidentiels. Alors, je vais vous en parler. J'ai déjà écrit un petit quelque chose là-dessus. Juste hier, c'est hier, oui, le 3, hier, le gouvernement a publié les règlements d'application. Ça n'a pas l'air à changer grand-chose. De toute façon, il n'ajoute pas grand-chose à la loi, des règlements d'application. Je les ai lus hier. Je n'ai vraiment pas eu le temps de faire des annotations. Mais enfin, ça n'a pas l'air à changer grand-chose. Alors, je vous parlerai et je vous mettrai sur la plateforme le document que j'ai écrit relativement à cette nouvelle loi. Il y en a qui sont en beau joie le vert. Je ne sais pas si vous avez lu l'association des agents, ils s'appellent de même, là-bas, là, des agents d'immeubles, la Nouvelle-Écosse, qui sont en beau joie le vert contre Trudeau, qui a édicté cette loi-là. Ouais, ceux qui sont en cours d'exécution, on peut les vendre. Ceux qui sont en cours d'exécution, en tout cas, il reviendra, OK? On y reviendra, là, on ne mêlera pas tout en même temps. Là. On n'est pas rendu là. Quand on sera rendu là, on va en parler. Mais je vous le dis tout de suite, les contrats qui sont en cours d'exécution, où il y a eu une promesse d'achat dûment acceptée, on peut continuer les transactions. Mais là, c'est parce que, quelque part, là, on va le voir plus tard, là, c'est que ça met un maudit fardeau sur le dos des courtiers immobiliers. Parce qu'oubliez pas, si par hasard vous faites faire une telle transaction et que vous participez à une transaction alors que vous n'avez pas fait les bonnes vérifications, vous risquez juste 10 000 $ d'amende. Je vous dis ça de même, là, entre vous et moi. Là.
Et maudite marde. Ouais, en tout cas. Ceux qui n'aimaient pas le gouvernement en place actuellement, ils l'aimeront encore moins. OK. Alors, nous en étions à la CANAF, mesdames, messieurs, à la page 281 de votre livre. Nous avons parlé de quoi? Des opérations douteuses. Hein? Et des opérations douteuses, quant à vous, c'est quoi une opération douteuse? OK? C'est que l'opération immobilière que vous êtes en train de faire serait liée à la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. Ou bien des biens avec lesquels on fait une transaction appartiendraient à un groupe terroriste, ou bien, ce qui va vous arriver dans 99,9% des cas, hein, une déclaration de l'opération importante, c'est-à-dire qu'on remet entre vos mains un montant en espèces de 10 000 $ ou plus, du cash, 10 000 $ ou plus, c'est considéré comme une opération douteuse à être déclarée à la CANAF. OK? Alors, et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une opération douteuse? Alors, je suis à la page 281 pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai dit. Alors, on doit tout d'abord bien annoter l'opération importante, OK? Faire une copie du dépôt, par exemple, qu'on va faire, du 10 000 $ qu'on a reçu en cash ou du 11 000 $ qu'on a reçu en cash, OK? On garde une copie du reçu qu'on a remis au client, comme quoi c'est bel et bien en espèces qu'on a reçu le 10, 11 ou 15 000 $, OK? On doit tenir un dossier au client, ça, vous n'avez pas le choix, vous avez l'obligation de tenir le dossier, donc en vertu de la loi sur le courtage immobilier, ça ne change pas grand-chose pour vous, OK? Et on fait évidemment faire la déclaration du client, la provenance de l'argent, etc. On vérifie, et ça c'est d'une importance capitale, l'identité du client. Vous avez déjà vérifié l'identité du client, mais il se peut que ce soit un tiers qui donne l'acompte. Hein? C'est le fils qui achète l'immeuble, c'est le père qui remet les 11 000 $ d'acompte en cash. OK? Et à ce moment-là, il faut vérifier l'identité de la personne qui va vous remettre le cash. OK? Donc, ça, c'est bien important. Habituellement, lorsqu'on transmet de l'information d'un client à quelqu'un d'autre, à une autre entité, OK? On verra tantôt, on doit aviser le client. OK? On doit avoir la permission du client, pas en vertu de cette loi-là. Alors, on peut donc transmettre de l'information pertinente à la CANAF, OK? Et vous êtes dispensé d'en informer le client, OK? À l'effet que vous faites rapport à la CANAF, etc. Ça, la loi vous dispense de ça. Pour pas que vous mangez une claque sur la gueule, pour pas qu'il y ait des coups de fusil qui se tirent dans votre vitrine. Tu sais, je veux dire, c'est à peu près ça que ça veut dire. OK? Alors, je répète encore une fois, dans une transaction immobilière, même si ce n'est pas la personne qui achète l'immeuble qui fait le dépôt en argent comptant, même si ce n'est pas la personne, c'est un tiers qui vient s'immiscer dans la transaction et vous doutez que ça provient de transactions illégales ou de blanchiment d'argent, vous devez faire la déclaration, même si ce n'est pas l'acheteur qui fait la transaction, OK, ou qui vous fait le dépôt en argent. Hein? Le tiers qui est associé, même s'il n'est pas officiellement dans la transaction immobilière, mais qui est associé, OK, et qui fournit de l'argent qui serait d'une provenance illégale, vous avez l'obligation de faire la déclaration relativement à ce tiers et de prendre des informations relativement à ce tiers dans la transaction. OK? Bon. De plus, je suis à la page 282, la loi vous oblige à avoir au sein de votre agence un programme de conformité. OK? Alors, un programme de conformité qui comprend 5 éléments. Le programme de conformité de la CANAF comprend 5 éléments et ça, c'est un programme que vous devez mettre en œuvre. Vous avez l'obligation parce que vous pourrez avoir une inspection par la CANAF et si vous ne l'avez pas, vous risquez d'avoir des problèmes. OK? Donc, la première des 5 éléments de ce programme de conformité, c'est que vous devez nommer
un agent de conformité, une personne qui s'occupe de la conformité. OK? Ça peut être vous, ça peut être le DA. OK? Comme ça peut être un de vos courtiers, comme ça peut être une personne qui travaille au sein de votre agence, qui est l'agent de conformité. OK? Vous devez élaborer une politique et des procédures de conformité par écrit. Que doit faire un courtier quand il reçoit du cash, 10 000 $ ou plus? Que doit faire un courtier lorsqu'il a un doute? À qui il doit s'adresser? Comment il doit s'adresser? De quelle façon doivent se faire les communications, etc. OK? Le troisième élément de ce programme-là, c'est d'évaluer les risques et mettre en place des mesures d'atténuation. Quelles sont les chances qu'on reçoive cet argent-là? Comment est-ce qu'on évalue le risque de recevoir cet argent-là? Comment est-ce qu'on évalue le risque qu'il y a une transaction qui passe entre les mailles du filet? Alors, ça, vous devez mettre ça en place aussi. Et enfin, vous devez instaurer un programme de formation continue en matière de... pas enfin, mais vous devez instaurer un programme de formation continue en matière de conformité. Au moins une fois par année, vous devriez rappeler à vos courtiers que ces règles-là existent. Au moins une fois par année, vous devriez rappeler à vos courtiers que la CANAF existe. Au moins une fois par année, vous devriez rappeler à votre courtier qu'il y a un agent de conformité à l'intérieur de votre agence et c'est un tel à qui on devra s'adresser, etc. Et lui rappeler aussi, leur rappeler aussi, les politiques de conformité de votre agence immobilière. Et ça devrait normalement être mis par écrit. Vous devriez normalement avoir un dossier là-dessus et noter toutes les fois que vous rencontrez vos courtiers, que vous faites une réunion et que vous avez parlé des mesures mises en place relativement à la CANAF. C'est bien important parce que si un jour, on vient vous inspecter et on vous dit, est-ce que vous avez un programme de formation? Est-ce que vous rencontrez vos courtiers? Voilà, j'ai mon dossier, telle date, je vais rencontrer des courtiers. Vous pouvez même indiquer qui était présent. Alors, tous les courtiers ou bien la majorité des courtiers ou un tel était présent. OK? On a discuté de ça. Brièvement, là, pas besoin d'écrire un roman, là, tu sais, mais au moins, si un inspecteur de la CANAF vient vous voir et qu'il veut savoir si vous avez un programme de formation, vous allez pouvoir vous référer à ce document-là. Parce que si vous n'avez pas de document, si vous n'avez pas de dossier, mais attends un peu, là, je pense que l'an passé, au mois de mai, non, je pense en juillet, attends un peu, avant les vacances, après les vacances ou avant la fête de la reine. Ça, c'est pas brillant. Ça, c'est vraiment pas brillant. OK? Et évidemment, le dernier élément que vous devriez mettre en place, c'est que la personne qui va s'occuper, qui est l'agent de conformité, qui va s'occuper de ce programme-là, devra examiner, reviser périodiquement les politiques et les procédures. OK? Est-ce qu'il y en a un qui nous a échappé? Pourquoi il nous a échappé? Alors, on va resserrer un peu les politiques et les procédures relativement aux déclarations qu'on doit faire pour les transactions qui sont des transactions frauduleuses ou des opérations douteuses, comme dit la CANAF. OK? Bon. Je viens de vous parler abondamment du pouvoir d'inspection de la CANAF. Un inspecteur de la CANAF peut à tout moment descendre chez vous et faire les vérifications qui s'imposent, à savoir si vous aviez des transactions douteuses que vous n'avez pas déclarées, entre autres. Ça serait pas drôle, parce que là, il y aurait des accusations. Ou bien, si vous n'avez pas mis en place un programme de conformité, si vous n'avez pas chez vous un agent de conformité, parce qu'évidemment, l'inspecteur va vouloir rencontrer l'agent de conformité et vérifier si les 5 éléments sont mis en place. Et entre autres, comme je viens tout juste de dire, s'il y a des rencontres périodiques avec les courtiers pour les tenir au courant de ce qu'il y en est et de ce qui se passe et des nouveautés s'il y a lieu relativement aux opérations douteuses. OK? Maintenant, si vous avez une opération douteuse, OK, comme je vous disais, dans 99,9 des cas au niveau du courtage immobilier, ça va être des dépôts de sommes d'argent de 10 000 $ ou plus en cash. OK? Si c'est le cas, vous avez l'obligation de faire une déclaration. La déclaration se fait de façon électronique. OK? Électronique. Alors, vous devez être inscrit à la CANAF, évidemment, pour faire une telle déclaration électronique. OK? Et quand vous faites une telle déclaration,
Un client ne pourrait pas vous poursuivre en disant, ben là, tu m'as causé du tort, tu n'aurais pas dû, c'est pas de tes maudites affaires, pour pas dire autre chose. Hein? Non. La loi prévoit que celui qui fait une telle déclaration, qui est de bonne foi, OK, à ce moment-là, il a l'immunité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être poursuivi. Un client ne pourrait pas vous poursuivre parce que vous avez fait une déclaration à la CANAF alors que vous étiez de bonne foi. Vous aviez des raisons de croire, mais là, ça prend des éléments, évidemment. Là. Écoute, le gars m'a dit qu'il revenait de tel endroit de la planète où il y a une révolution. Il veut venir ici. Il m'a dit qu'ils avaient besoin de mettre de l'argent de côté. Là, il ne sait pas comment. Ils veulent s'acheter des immeubles parce qu'éventuellement, il y a des gens qui doivent venir se reposer ici. Là, tu comprends, là, ça commence à être pas mal de l'argent qui vient d'un milieu un peu terroriste. Hein? Tu sais? Alors là, tu as des raisons de croire de faire une déclaration à la CANAF. C'est dans un tel cas. Est-ce que toi, tu dois empêcher une telle transaction? Ce n'est pas d'empêcher une telle transaction. Qu'est-ce que la CANAF va faire avec ça? C'est de leur mot des affaires. Toi, ton rôle à toi, c'est de faire la déclaration à la CANAF. Je crois que l'argent qui m'a été déposé entre les mains, même si c'est un chèque, hein, provient de choses terroristes, de terroristes pour telle raison, parce qu'on m'a dit ci, parce qu'on m'a dit ça, parce qu'on m'a dit ça. Et la CANAF, c'est à eux, à ce moment-là, à décider ce qu'ils font avec cette information-là. Ce n'est pas à toi. Toi, tu n'as pas à prendre de décision pour la CANAF. Toi, tu n'es pas la CANAF. Toi, tu fais ta déclaration de bonne foi sur les éléments que tu as en main. That's it, that's all. Pour le reste, la CANAF s'en occupe. OK? Voilà. Des questions, mesdames, messieurs? C'est rough ce matin, là, en revenant des fêtes de même, là, surtout de ma part, quand je pensais que je n'avais pas de cours un matin. Ouch! Ouais. OK. Bon. Maintenant, nous allons entamer le chapitre qui parle des renseignements personnels. Les renseignements personnels, mesdames, messieurs. Et maudit que c'est important. Il n'y a personne qui veut que ces renseignements tombent entre les mains de quelqu'un d'autre. Hein? On tient à notre vie privée. Je ne sais pas si de votre côté vous y tenez. Moi, j'y tiens en tabaslac. Tu sais, je veux dire, moi, j'y tiens en maudit. Et je ne voudrais pas que qui que ce soit vienne fouiller dans mes affaires. Tu sais, tu te sens un peu, pas mal, un peu violé, là. Tu sais, je veux dire, quand quelqu'un, là, je ne sais pas si vous avez déjà été victime d'un vol chez vous. Alors, moi, j'étais victime il y a fort longtemps. On avait cambriolé ma résidence, puis tu te sens plus à l'aise dans cette maison-là. Tu sais, c'est comme si tu avais été violé dans ton intimité, tu sais. Alors, c'est un peu la même chose quand on vole vos renseignements personnels. Je présume que ça doit être effrayant. Tu sais. On avait une voisine, nous, ici, dans le condo, qui, elle, s'était fait voler ses renseignements personnels. Écoute, c'est effrayant jusqu'où ça va. Hein? Ma femme a reçu un email disant qu'elle était malade, qu'elle avait besoin d'argent. Il ne fallait pas qu'elle dise à son mari, parce que son mari s'en ferait beaucoup trop, etc. Puis là, elle disait à ma femme, c'est pas elle qui écrivait évidemment, c'est des fraudeurs, d'aller acheter des choses, là, voyons, des cartes de crédit là, prépayées, puis, etc., pour qu'elle puisse avoir l'argent. Disons que ma femme, c'est pas le genre trop à dépenser. Tu sais. Dès que tu peux jaser n'importe quoi avec ma femme, sauf lui faire sortir de l'argent. Alors, quand elle a vu qu'il y a quelqu'un qui voulait faire sortir de l'argent, touc, delete le email, et là, elle est allée cogner à la voisine. Ça va-tu bien? Elle dit, oui, ça va très bien. Êtes-vous malade? Non, je ne suis pas malade pantoute. La voisine regarde ma femme et dit, non, pas vous aussi. Ah, c'est ça, oui, moi aussi. OK, alors, disons que c'est pas drôle de se faire voler son identité. Il y a une loi au Québec qui protège le contenu des dossiers, parce qu'évidemment, c'est là qu'on vole l'identité des personnes. C'est dans les dossiers qu'on fait sur chacun d'entre nous. C'est sûr qu'il y a partout, il y a des dossiers, si ce n'était que les bureaux de crédit, les Equifax de ce monde, comment ça s'appelle l'autre, Transcontinental, non pas, comment ça s'appelle l'autre, là, je ne me souviens plus. Je me souviens plus du nom, là, l'autre compagnie de bureau de crédit. Là. Donc, ça, ces gens-là en connaissent beaucoup sur nous. Hein.
TransUnion, merci Valérie, TransUnion. Alors, ces gens-là connaissent beaucoup sur nous. Hein. Je ne pensais pas qu'ils en connaissaient autant. Moi, j'ai pu m'en rendre compte il y a un an ou deux, une couple d'années. Je pense qu'il y avait eu un vol d'identité sur les profs de cégep, les anciens profs de cégep. Les profs de cégep et les anciens profs de cégep, étant donné que moi, j'ai déjà enseigné au cégep il y a une vingtaine d'années à Saint-Jean, le gouvernement du Québec a payé pour nous pour qu'on puisse avoir accès à Equifax, là, pour qu'on puisse vérifier notre dossier. Wow, je suis allé une couple de fois, là, incroyable. Incroyable tout ce qu'on sait sur nous autres. C'est incroyable. Excusez-moi, juste une seconde, ne bougez pas. C'est sûr que moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le score de crédit. Remarquez que j'ai plus besoin de ça. Je ne demande plus de prêt nulle part, mais enfin, je voulais juste par curiosité. Alors donc, cette loi-là, hein, ainsi que le Code civil, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui protège les renseignements personnels qui sont contenus dans un dossier qui a été fait pour un individu. Et le Code civil également protège, évidemment, notre vie privée. OK? Alors, dès le moment où une entité a un dossier sur une personne, elle est sujette à cette loi-là. Et évidemment, comme agence immobilière, vous avez un dossier, vous avez l'obligation, de toute façon, en vertu de la loi, d'avoir un dossier sur un client, OK? Le dossier des transactions immobilières. Et de ce fait, vous êtes automatiquement sujet à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, OK? Qu'est-ce qu'on protège, tout d'abord? Qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on protège en vertu des règles du Code civil et en vertu des règles de cette loi-là? On protège la réputation d'une personne de même que la vie privée d'une personne. OK? Voyons voir tout d'abord ce que le Code civil nous dit à ce sujet-là. OK? Voyons voir. Hein? Alors, tout d'abord, à l'article 35, paragraphe 1 du Code civil, on dit que toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Hein? Si vous permettez, je vais vous en faire la lecture. Et ce Code civil-là, il pèse 46 livres. 35.1, oh, je ne sais pas, on va y arriver. Bien. OK. Alors, on dit à 35.1, toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Et le paragraphe 2 dit, nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente et sans que la loi l'autorise. OK? Et sans que la loi l'autorise. Alors, le deuxième élément que le Code civil protège, c'est que toute personne, toute entité qui constitue un dossier sur une personne, OK, doit avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un tel dossier. Donc, vous, comme agence immobilière, vous avez un intérêt sérieux et légitime d'avoir un dossier sur chaque transaction et sur chacun de vos clients. Pourquoi? Parce que la loi vous y oblige. OK? Et permettez-moi de vous lire l'article 37. Attendez un peu, je ne sais pas. Juste pour vous dire, là, sur l'article 35, là, il y a à peu près 6 pages de jurisprudence. Là. Okay? L'article 37, on dit « Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré au dossier. Elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de la Constitution. » Alors, quand dans votre contrat de courtage, c'est dit que on vous permet, on vous autorise à déclarer ces informations-là, à mettre ces informations-là sur MLS Centris, à les rendre publiques, bien, c'est en vertu de l'article 37. OK? Le client, hein, vous avez recueilli de l'information sur le client,
le client doit vous autoriser, OK? Vous avez recueilli de l'information, vous avez constitué un dossier, vous avez signé un contrat de courtage et le client doit vous autoriser en vertu de l'article 37 à communiquer l'information qui se trouve dans ce dossier-là. Combien rapporte son immeuble? Quand est-ce qu'il a été construit? Hein? Combien d'argent qu'il veut? Combien est-ce qu'il y a d'hypothèque? Etc. Ça, c'est de l'information que le client doit vous autoriser. Et dans le contrat de courtage, c'est prévu, le client vous autorise à faire ce genre de communication-là et il le fait en vertu de l'article 37 du Code civil du Québec. OK? L'article 38 et 39 du Code civil dit que lorsque vous avez constitué un dossier sur une personne, OK, cette personne-là a le droit de consulter le dossier. OK? La personne a le droit de consulter le dossier. Et éventuellement, de vous demander de la noter. Remarquez qu'en courtage immobilier, habituellement, la personne vous a communiqué toute l'information, elle veut vendre la maison. Je ne pense pas qu'elle a besoin d'en rajouter. Ici, on parle plutôt des bureaux de crédit, plus que d'un dossier au niveau d'une agence immobilière. En 38, on dit, sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut gratuitement consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle, soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers. OK? Alors, ça, évidemment, ça s'adresse, comme je vous disais, surtout à un bureau de crédit. Et 39 dit, celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus, à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime de le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers. Alors, donc, le client, hein, s'il vous demande de jeter un coup d'œil dans son dossier pour voir ce qu'il y a dedans, alors, vous n'avez pas le choix. Il y a droit. Vous devez donner accès à vertu 38-39. OK? Où est-ce que s'arrête l'information, OK, qu'on peut avoir? Où s'arrête l'information qu'on peut chercher? OK? L'article 36, pourquoi j'ai fermé ça? L'article 36 du Code civil nous donne une bonne idée, à savoir, vous savez, hein, on dit toujours que notre liberté s'arrête où commence celle des autres. Hein? C'est un peu la même chose, même en droit de propriété. Hein? Ton droit de propriété s'arrête où commence le droit de propriété de l'autre. Hein? C'est la même chose. Et 36 nous donne une bonne idée de ça. Je vous permets de vous le lire. On dit, peuvent être notamment considérés comme atteinte à la vie privée d'une personne les actes suivants. Alors donc, si tu commets un de ces actes suivants, tu portes atteinte à la vie privée de quelqu'un d'autre. À savoir, pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit. Vous savez, les Américains, ils ont une façon de parler de la maison, de la résidence de quelqu'un. Ils disent que c'est le château. Hein? C'est le château de la personne. Et on n'a pas le droit d'y pénétrer sans qu'on y soit invité ou sans autorisation, n'est-ce pas? Alors, deuxièmement, intercepter ou utiliser volontairement une communication privée. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée. Hein? Alors, lorsqu'on veut enregistrer la communication qu'on a avec quelqu'un, il s'agit d'avoir son autorisation. Hein? Il y a des compagnies qui disent, ben, on enregistre pour fin de formation. Si tu n'es pas d'accord, tu raccroches. OK? Si tu es d'accord, tu restes là, mais si tu vas être enregistré. Troisièmement, capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés. Capter ou utiliser son image ou sa voix. Tu n'as pas le droit, il y a des bidules, là, des patentes, là, où tu pourrais écouter à 500 mètres de chez moi ce que je raconte chez moi. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. OK? Alors, ça serait une atteinte à la vie privée. Okay? Ou avec un téléobjectif, là, regardez ce qui se passe à travers ma fenêtre. Okay? Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit. On a eu un bon exemple. C'était public, c'était dans les journaux, on peut en parler. C'était le fameux divorce très médiatisé de la Schneider et de M. Pelado. Là. Il semble-t-il que la Mme Schneider se faisait suivre par un détective privé. Alors ça, c'est surveiller la vie privée de quelqu'un d'autre.
Ouais, ça, c'est pas gentil. C'est aller à l'encontre du paragraphe 4 de l'article 36 du Code civil. Cinquièmement, utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public. Alors, c'est sûr que si vous êtes dans une manifestation et puis il y a un caméraman, il y a un journaliste qui filme, c'est sûr que tu vas être dedans. Tu sais, je veux dire, et ça, c'est pour l'information légitime du public. On fait un reportage sur la manifestation, tu es là, tu t'attends à ce que ta face, à un moment donné, soit vue à la télévision. Tu ne peux pas rien faire contre ça. OK? Alors, mais on ne peut pas le faire à d'autres fins. Tu es au coin d'une rue, tu marches tranquillement sur un trottoir, on ne peut pas là venir te filmer. Tu sais, je veux dire, pendant que tu marches, pendant que tu t'amuses, pendant que tu fais quoi que ce soit. OK? Ça n'intéresse pas personne. C'est ta vie privée. OK? Et enfin, sixièmement, utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. Alors, les documents personnels d'une personne ne peuvent être utilisés qu'avec son consentement. Ici, je vais faire une petite parenthèse, mesdames, messieurs, parce que beaucoup de gens pensent que c'est anodin et puis ils peuvent le faire, etc. Retenir le courrier de quelqu'un. Et ça, c'est surtout les propriétaires de blocs appartements. Combien de fois je me suis fait téléphoner à mon bureau quand je pratiquais par des propriétaires de blocs appartements. Hein? Il qui ne m'a pas payé 3 mois de loyer, il n'y aura pas si comme de chèque de bien-être social, puis ce chèque du ministère du Revenu, de retour d'impôt, moi les garder, il ne pourra pas les encaisser. Pas une bonne idée, ça. Pas une bonne idée. Retenir le courrier de quelqu'un, c'est un acte criminel. OK? Retenir le courrier de quelqu'un, c'est un acte criminel. OK? Alors, en plus d'aller à l'encontre de l'article 36, paragraphe 6, mais ça, ça n'a pas une grosse incidence. À la limite, tu pourrais te faire poursuivre au civil, mais quand c'est criminel, c'est autre chose. Donc, si par hasard, vous avez un client qui a des immeubles, des multilogements, c'est surtout là que ça arrive, même s'il a pas reçu son loyer et même si dans la boîte à lettres de l'ancien locataire, il y a un chèque, il n'a pas le droit de retenir. Alors, on le retourne. Inconnu à cette adresse, on le retourne immédiatement. On le retourne. On ne le garde pas. Le garder serait considéré comme un vol de courrier et c'est un acte criminel. OK? Alors, c'est bien important. Les gens, règle générale, excusez-moi. Oh là là. Excusez-moi. Les gens, règle générale, sont pas beaucoup au courant de cette infraction-là. Et excusez-moi. Remarquez que je n'ai jamais vu, en 43 ans de pratique, d'accusation de portée en vertu de cette loi-là. Ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est les policiers. Quand le locataire portait plainte ou allait au poste de... Voyons. Bon, OK. Quand le locataire allait au poste de police pour dire que le propriétaire retenait son courrier, les policiers font un simple coup de téléphone, ils expliquent ça au propriétaire. Puis, règle générale, ça se règle là. Tu sais, je veux dire. Ou bien, quand vous avez des propriétaires qui sont un peu plus intelligents, ils appellent leur avocat s'il y a un avocat et on leur dit, écoute, tu n'as pas le droit de retenir le courrier. Tu y remets le courrier puis ça presse en tabasse là. Tu sais. Alors, un courtier qu'il avait imité la signature d'un acheteur. Ben, si vous avez lu ça, c'est parce qu'il est passé devant le comité de discipline, Kia. S'il est passé devant le comité de discipline, je ne sais pas, c'est eux qui décident. Hein? S'ils ont décidé de lui retirer le permis, c'est une affaire. Peut-être qu'ils ont décidé, je ne sais pas, là, je n'ai pas lu cette décision-là, peut-être qu'ils ont tout simplement décidé de lui imposer une amende et il continue à pratiquer. J'en ai aucune idée. Ça dépend évidemment de plein de circonstances. Je ne sais pas quoi vous dire. Ben, c'est ça, ça se peut.
Ça se peut. Écoutez, ça dépend de beaucoup d'éléments. Hein. Quand on porte un jugement sur quelqu'un, là, c'est pas automatique qu'on va suspendre son permis. Hein. C'est pas automatique. Ça se peut qu'on lui accorde une amende relativement salée. Hein. Surtout s'il est... Excusez-moi encore. Surtout s'il en est à sa première infraction. Je veux dire, et encore une fois, ça dépend des circonstances. Il y a tellement d'éléments lorsqu'on doit juger quelqu'un qu'on ne peut pas présumer de rien. Donc, moi, ce que je fais, moi, je suis pas là pour rejuger une deuxième fois quelqu'un. Hein. Je veux dire, on prend la décision pour ce qu'elle est. Ces gens-là sont nommés là pour leurs compétences et pour rendre un jugement. Et quand le jugement est rendu, on lève les bras en l'air, on dit « la job a bien été faite ». C'est tout. Hein. Alors, donc, c'est ça. Ne présumez jamais de rien. Hein. Ne présumez jamais de rien. Il pratique. Il y a eu l'amende, il l'a payé. Il a pris sa pilule. Fort probablement, cette personne-là, ça n'y arrivera plus jamais. Quelles sont les circonstances qui a fait qu'il a signé pour le client? Ça se pourrait-tu, et là, je spécule, là, je ne suis pas censé le faire, mais je vais spéculer. Hein? Ça se peut-tu que ce soit le client qui a dit, ben écoute, mets donc ma signature parce que j'ai pas le temps, gna, tatata. Même à ça, même si le client vous autorise, à moins que vous ayez vraiment une procuration bonne et due forme par un notaire, vous ne devriez jamais faire ça. Mais là, je spécule. Alors, donc, voilà. Alors, donc, le client hein, peut consulter son dossier. On sait maintenant où s'arrête, évidemment, la liberté d'un autre et on sait ce qu'on protège spécifiquement chez une personne. On ne peut pas entrer chez une personne, on ne peut pas utiliser sa face, on ne peut pas utiliser sa voix, on ne peut pas intercepter des communications privées sans le consentement, évidemment, de l'autre. On ne peut pas utiliser l'image d'une personne sauf pour de l'information légitime, etc. OK? Alors, ça, remarquez tous ces éléments-là qui sont contenus à l'article 36, ça ne s'applique pas beaucoup à une agence immobilière, à un courtier ou à un dirigeant d'agence immobilière. OK? Donc, le Code civil, qu'on vient de voir, hein, ce qu'il fait, c'est qu'il établit les bases. Il établit les bases de la vie privée. Qu'est-ce que c'est que la vie privée et comment est-ce qu'on doit respecter la vie privée. OK? Alors que la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, lui, va venir encadrer d'une façon beaucoup plus spécifique, OK, le respect de cette vie privée-là. OK? Va encadrer de façon très spécifique. OK? Bon. Alors, voyons voir ce que raconte cette loi-là sur les renseignements personnels dans le secteur privé. OK? Tout d'abord, quel est le but de cette loi-là? Cette loi-là, elle vise quoi exactement? OK? Alors, cette loi-là, à l'article 1, nous dit qu'elle va établir des règles particulières à l'égard des renseignements personnels qu'une personne détient sur autrui. OK? Bon. Et des renseignements, surtout des renseignements personnels qu'une tierce personne peut recueillir sur une autre personne. OK? Et le tout en respectant les principes de base qu'on vient de voir et qui sont contenus aux articles 35 à 40 du Code civil du Québec. OK? Bon. Maintenant, on parle de renseignement personnel depuis tantôt et l'article 2 de la loi nous définit c'est quoi un renseignement personnel. Je me permets de vous lire. Est un renseignement personnel tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. Il n'y a pas seulement le nom. Hein? Il n'y a pas seulement le nom. C'est qui ça? Excusez-moi. Excusez-moi, juste une seconde, mesdames, messieurs. Excusez-moi, juste une seconde.